Russie, la présidence française dit qu'elle va envoyer quatre Mirages avec quelques milliers de soldats en Estonie. La présidence française dit aussi, parle d'un plan de 500 soldats en Roumanie, etc. Toutes ces aujourd'hui, comment est-ce que tout ceci va appuyer l'Ukraine aujourd'hui avec les besoins aujourd'hui de l'Ukraine avec cette invasion russe? Alors, comment ceci va aider l'Ukraine? Bah, tout d'abord, je pense qu'en France, tout le monde a écouté avec beaucoup d'attention les mots du président Macron lors de son adresse en français hier. Il a dit que l'histoire basculait et c'est une réalité. Le président Poutine a décidé d'enclencher un conflit en Europe. C'est quelque chose qui nous rappelle de terribles souvenirs. Dire que d'abord la France est solidaire de l'Ukraine et des Ukrainiens, qu'ils ont été agressés. Leur seul tort pour les Ukrainiens, c'est d'avoir fait le choix par la démocratie d'un président, d'un régime démocratique. Et ça, c'est insupportable pour M. Poutine, qu'à sa frontière, les gens puissent avoir la liberté d'expression, les gens puissent choisir librement leurs dirigeants. C'est tellement insupportable pour lui qu'il a décidé d'envahir l'Ukraine. Et tout d'abord, pour nous, ceux à qui on pense, ce sont aux Ukrainiens qui meurent depuis 2 jours sous les coups de M. Poutine. Voilà, donc pour ça, effectivement, il faut travailler. Monsieur le sénateur, comment défendre les Ukrainiens aujourd'hui avec toutes les troupes envoyées et tout l'équipement militaire envoyé aussi aux membres de l'OTAN, mais non directement en Ukraine aujourd'hui pour défendre l'Ukraine, parce que l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN ni membre de l'UE aujourd'hui avec cette ambition peut-être d'accession à l'OTAN. Alors, comment défendre aujourd'hui l'Ukraine sans troupes? Eh bien, c'est justement ce que fait aujourd'hui, ce que fait l'Union européenne. C'est ce que font d'autres pays comme les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni, l'Australie, le Japon, qui les uns derrière les autres ou les uns avec les autres se concertent pour avoir comment dire, des sanctions économiques, des sanctions dirigées sur les dirigeants russes pour essayer de faire en sorte qu'ils arrêtent cette agression, qu'ils comprennent que ceci ne va nulle part. C'est la première chose. La deuxième chose, évidemment, c'est pour nous, au-delà de l'arme économique à grande échelle, au-delà du fait d'être unis dans la décision, il faut effectivement prendre le temps pour avoir la réponse juste. Mais évidemment, il faut se préparer à une extension du conflit militaire, car les prétextes les plus futiles sont utilisés par le président Poutine pour challenger les pays d'Europe de l'Est et les démocraties. Et donc c'est pour ça qu'il faut se préparer à l'extension du conflit que pourrait souhaiter M. Poutine. Ça peut être tout à fait un plan qu'il voudrait développer. Et donc il faut effectivement renforcer les pays qui se trouvent de l'OTAN, qui sont en première ligne face aux potentielles agressions ultérieures ou développées de la Russie. Monsieur le sénateur, alors peut-être aujourd'hui la première préoccupation de la France, de l'UE, etc., est la défense des membres de l'OTAN. Alors l'Ukraine est seule aujourd'hui dans le combat, comme l'a affirmé le président Zelensky. Il a dit l'Ukraine est laissée à son sort aujourd'hui. Mais en même temps, dans ce contexte, le président Macron est le seul à avoir contacté Poutine depuis le lancement de l'offensive. Alors ma question à vous est, la France réussira-t-elle à faire prévaloir le dialogue? Quelle est la valeur aujourd'hui d'un dialogue d'une certaine issue
avec cette crise ou la France aujourd'hui avec ses sanctions imposées et aussi ces nouvelles sanctions par l'UE imposées même sur le président Poutine lui-même directement et sur le ministre Lavrov. Peut-être le dialogue est maintenant plus nécessaire ou même plus possible. Quelles sont les priorités de la France? Depuis le début, le président Emmanuel Macron est dans une démarche justement de dialogue, de chercher à prendre le temps d'échanger avec le président Poutine. Tout d'abord pour lui indiquer qu'il y avait une autre voie, qu'il ne fallait pas aller vers le conflit, chercher la désescalade. Et je pense que le président Emmanuel Macron est toujours dans cette disposition d'esprit. Donc il va toujours chercher à convaincre le président Poutine qu'il y a une autre voie euh, plutôt que de continuer sur cette voie de la violence qui de toute façon est sans issue. Parce que les victoires actuelles qu'il va remporter face à un pays qui est peut-être moins qui est sous-équipé par rapport à ce qu'est la Russie, qui s'est préparé une action, une offensive d'envergure violente, brutale. Ce qui arrive à l'Ukraine, c'est aussi un signal d'alarme pour toutes les démocraties de l'attitude aujourd'hui de Vladimir Poutine. Donc le président Macron a raison de toujours tenter de raisonner. Est-ce que c'est possible de raisonner Vladimir Poutine aujourd'hui? Hier, ça ne l'a pas été. Est-ce qu'il faut encore tenter? Oui, je le crois. Le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Donc le président Emmanuel Macron continue à agir pour justement trouver une voie alternative, faire raisonner le président Poutine. Monsieur Kadik, alors l'Europe pourrait assister à une vague migratoire aujourd'hui avec cette crise ukrainienne. Il y a ces préoccupations aujourd'hui avec les migrations. Ils ne savent pas de leur futur, de leur avenir si Kiev tombe dans les mains des Russes, etc. La migration est toujours un sujet délicat en Europe. Est-ce que l'Europe est préparée à une vague de migration depuis l'Ukraine aujourd'hui, même des pays voisins qui sont préoccupés aujourd'hui de ces vagues et de cette offensive russe? Qu'en est-il de la préparation à cette vague migratoire? Je ressens une solidarité très forte en Europe vis-à-vis des Ukrainiens. Le président Poutine n'a pas attaqué que l'Ukraine. Il a attaqué la liberté. Il a attaqué la démocratie. Il a attaqué ouvertement. Et les Européens sont des femmes et des hommes libres, des démocrates. Et donc, ils sont tout à fait conscients de ce qui se passe pour les Ukrainiens. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes solidaires de l'Ukraine et des Ukrainiens. Et donc, je suis convaincu qu'ils seront accueillis en Europe et qu'on fera ce qu'il faut. Quelles sont les préparations aujourd'hui des pays voisins de l'Ukraine pour les migrations, par exemple, pour accueillir les migrants, les réfugiés, si Kiev tombe dans les mains des Russes ou l'offensive continue? Est-ce qu'il y a un plan, par exemple, pour la migration si l'Europe est solidaire aujourd'hui? Tout d'abord, j'espère que Kiev ne tombera pas. C'est la première des choses. Et donc, il ne faut pas se mettre forcément sur cette approche-là. On va voir ce qui va se passer. Je crois que les premières réactions ont démontré que les Européens étaient prêts. Et donc, il y a un plan se mettre en route, j'imagine, pour cela, pour s'adapter à la situation. Avec Vladimir Poutine, on est obligé de s'adapter. On est face à quelqu'un qui prend des décisions unilatérales. Et vous savez, Napoléon Bonaparte disait que pour aller sur un champ de bataille, le plus mauvais général, c'est celui qui partait avec un plan. Donc, pour Vladimir Poutine, il faut s'adapter à son comportement. Mais à la fin, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il perdra.
Merci beaucoup au sénateur Olivier Cadic, vice-président de la Commission des Affaires étrangères, de défense et des forces armées au Sénat de France. Merci beaucoup pour votre temps et votre clarification. Merci. Merci, Monsieur Cadic. Au revoir. Au revoir.